Une violente tempête s'abattait sur la côte ouest de Porto Rico depuis une grande partie de la nuit, lorsque la foudre frappa une crête calcaire surplombant la mer. Au matin, des gardes forestiers, venus constater les dégâts, trouvèrent un énorme rocher fendu presque parfaitement en deux. Au premier abord, cela ressemblait à de simples dommages causés par la tempête. Puis l'un des gardes remarqua une ouverture sombre en dessous. Ce qui paraissait être une cavité peu profonde se révéla avoir des bords de pierre rectilignes. Une fois la terre meuble écartée, le haut d'un étroit escalier apparut, descendant dans le flanc de la colline. Les gardes ne creusèrent pas davantage. Porto Rico regorgeait déjà de sites archéologiques indigènes et de siècles d'histoire coloniale espagnole. Toute structure inconnue dissimulée sous la forêt pouvait être importante. La zone fut fermée, photographiée et signalée aux autorités archéologiques de l'île. Dès le lendemain, une petite équipe avait atteint la crête. Leur première hypothèse était simple. La chambre était probablement indigène, coloniale, ou peut-être un site d'entreposage oublié d'une époque plus tardive. Aucun d'eux ne songea sérieusement à Rome. Cela changea lentement. Les ingénieurs stabilisèrent d'abord le rocher fendu tandis que les archéologues retiraient la terre à la main. En dessous, 13 marches de pierre descendaient dans un étroit couloir taillé dans le calcaire. Les parois étaient brutes, mais l'escalier lui-même avait été soigneusement façonné. De petites niches rectangulaires apparaissaient à intervalles réguliers le long du passage. Un résidu sombre à l'intérieur de deux d'entre elles laissait penser que des lampes y avaient autrefois brûlé. Plusieurs mètres plus bas, l'équipe trouva le premier fragment de poterie. Il était orange rougeâtre, exceptionnellement fin et courbé d'une manière qui ne ressemblait pas aux céramiques locales auxquelles il s'attendait. Un deuxième fragment apparut plus loin. Puis un troisième. Un archéologue plaisanta en disant que ces morceaux paraissaient plus méditerranéens que caribéens. Personne ne rit quand ils trouvèrent l'anse. Estampées dans l'argile figuraient plusieurs lettres usées. Elles étaient difficiles à lire, mais les marques ressemblaient à des caractères latins. Même alors, l'équipe refusa de tirer des conclusions hâtives. De vieux objets européens pouvaient parvenir en des lieux étranges des siècles plus tard. Un collectionneur pouvait les avoir cachés. Un marin de l'époque coloniale pouvait avoir transporté des pièces anciennes comme curiosité. La chambre elle-même n'avait toujours pas de datation fiable. Le passage se terminait par un mur de blocs de pierre ajustés. Contrairement au calcaire brut qui l'entourait, cette barrière avait manifestement été construite pour sceller quelque chose derrière elle. L'archéologue passa le reste de la journée à cartographier le tunnel avant de retirer la moindre pierre. Quand l'ouverture fut enfin assez grande pour une caméra, l'objectif révéla une chambre au-delà. Des rangées de jarres en céramique se dressaient contre un mur. Plusieurs s'étaient effondrées, mais d'autres restaient droites sous des couches de poussière minérale. Des ferrures en bronze, des clous en fer, de petits poids de balance, des hameçons, des fragments de verre et des morceaux de bois décomposés couvraient des parties du sol. Au centre se trouvait une plateforme de pierre basse. À côté d'elle gisait une petite lampe à huile en bronze. Un spécialiste la fixa plusieurs secondes avant de dire quoi que ce soit. Sa forme ressemblait indubitablement aux lampes romaines des premiers siècles de notre ère. Cela ne signifiait pas que des Romains avaient atteint Porto Rico. Mais ensuite, une pièce de monnaie fut trouvée sous une étagère en bois effondré. La majeure partie de sa surface était verte de corrosion. Après restauration, un portrait devint visible sur une face et une inscription latine sur l'autre. La pièce semblait avoir été frappée durant la période impériale romaine. La pièce devint soudain beaucoup plus silencieuse. Une pièce romaine dans les Amériques serait sensationnelle. Mais les archéologues savaient que les pièces constituaient aussi de très mauvaises preuves lorsqu'elles étaient trouvées seules. Elles pouvaient avoir été perdues par des collectionneurs modernes, placées intentionnellement ou déplacées loin de leur contexte d'origine. La pièce fut donc traitée comme un indice, non comme une réponse. L'équipe avait besoin de quelque chose qui pût dater la chambre elle-même. Du charbon de bois fut prélevé dans l'une des niches à lampe.
On échantillonna une poutre de bois préservée. Un résidu organique subsistait à l'intérieur de 2 jarres scellées. Même des fibres piégées sous une ferrure de bronze furent soigneusement retirées. Le premier résultat de datation au carbone 14 arriva des semaines plus tard. Il situait le charbon aux environs du Yi siècle de notre ère. On demanda au laboratoire de répéter le test. Un deuxième échantillon fut envoyé à un autre établissement sans qu'on lui communique le premier résultat. Sa date chevauchait la même période. Puis le bois revint de nouveau, environ le Yi siècle. Soudain, la contamination devint plus difficile à invoquer comme explication. Les céramiques furent examinées ensuite. Plusieurs fragments furent identifiés comme des formes ressemblant fortement à des amphores de transport romaines. Une anse portait ce qui semblait être une estampille de fabricant. L'analyse chimique de l'argile suggérait qu'au moins certains des vases n'avaient pas été fabriqués dans les Caraïbes. Un résidu à l'intérieur d'une jarre contenait des composés compatibles avec du vin ou des produits fermentés issus du raisin. Une autre semblait avoir autrefois contenu un aliment à base d'huile. Puis l'analyse métallurgique créa un problème encore plus grand. Certains objets en bronze présentaient des signatures isotopiques de plomb plus compatibles avec des sources méditerranéennes qu'avec quoi que ce soit d'attendu dans les Caraïbes. À ce stade, l'équipe ne pouvait plus traiter chaque objet comme une coïncidence isolée. Mais une question demeurait. Même si un navire de l'époque romaine avait, d'une manière ou d'une autre, traversé l'Atlantique, cela ne signifiait pas que des Romains avaient découvert l'Amérique ou fondé un établissement. Une tempête pouvait avoir dévié un unique navire loin de sa route. Centrale, une poignée de survivants pouvait avoir atteint l'île, caché des provisions dans une grotte, puis péri peu après. Cette explication tint jusqu'à ce que les archéologues commencent à fouiller à l'extérieur de la chambre. Des relevés géoradars révélèrent des lignes droites sous le sol autour de la crête. Au début, les formes ressemblaient à des fractures naturelles dans le calcaire. Puis la fouille exposa des fondations. Non pas un seul bâtiment. Il y avait une citerne taillée dans la roche, un foyer qui avait été reconstruit plus d'une fois. Et des trous de poteaux montrant que des toits de bois s'étaient dressés au-dessus d'au moins certaines des pièces. L'établissement n'était pas grand. Il n'avait peut-être abrité que quelques dizaines de personnes à son apogée, mais il n'avait pas été temporaire. Différentes couches d'occupation révélaient des réparations répétées. Des foyers avaient été nettoyés et reconstruits. Des jarres brisées avaient été remplacées. Des outils locaux, en coquillage, apparaissaient à côté d'objets métalliques importés. La isotopique et de preuve, l'ADN plus ancien solide provenait des restes alimentaires. Des arêtes de poissons, des coquillages et des restes de plantes tropicales montraient que les gens qui vivaient là s'étaient adaptés aux ressources locales. Pourtant, les récipients importés et les outils de style méditerranéen suggéraient qu'ils étaient arrivés avec une culture matérielle complètement différente. Quelqu'un était resté assez longtemps pour apprendre à vivre là, et apparemment assez longtemps pour rencontrer les gens qui habitaient déjà l'île. À la lisière de l'établissement, les archéologues trouvèrent une zone funéraire. 5 individus furent exhumés de simples tombes creusées dans le calcaire. Les premiers résultats produisirent exactement le genre de complexité que les chercheurs redoutaient. 2 individus présentaient une ascendance surtout compatible avec des populations de la Méditerranée occidentale. 2 autres étaient compatibles avec une ascendance indigène caribéenne. Le 5e individu était différent. Le profil génétique suggérait une ascendance issue des 2 groupes. Le laboratoire répéta l'analyse avant que quiconque ne discute publiquement du résultat. La même conclusion revint. Si l'interprétation était exacte, ce n'était pas la preuve d'un navire arrivé en après-midi et disparu. Cela suggérait un contact ayant duré assez longtemps pour que des familles se forment. L'établissement avait peut-être survécu au moins 2 ou 3 générations. Puis un autre objet fut récupéré dans la chambre souterraine scellée. C'était une petite dalle de pierre couverte d'une écriture peu profonde. Contrairement à l'estampille de poterie plus ancienne, cette inscription comportait plusieurs lignes.
La majeure partie de la surface était endommagée, mais plusieurs mots et abréviations semblaient être en latin. L'inscription ne contenait pas de phrases spectaculaires affirmant que Rome avait découvert un nouveau continent. Cela aurait rendu l'histoire trop facile. Au contraire, les spécialistes pensaient que certaines parties faisaient référence à des noms, à des quantités de provisions, et à ce qui pouvait être la désignation d'un lieu ou d'un groupe, ne correspondant à aucune province romaine connue. Un terme récurrent fut interprété par certains chercheurs comme une référence à un rivage occidental ou à une terre au-delà des routes maritimes familières. D'autres étaient en profond désaccord. Le débat fut immédiat. Ces gens avaient-ils traversé intentionnellement? Un navire marchand romain avait-il été poussé vers l'ouest par les tempêtes et les courants, ses survivants ne réalisant qu'ensuite qu'ils avaient atteint une terre inconnue? D'autres navires les avaient-ils suivis? Ou l'établissement était-il né d'un unique voyage accidentel dont personne, dans le monde romain, n'avait jamais eu connaissance? Le site lui-même ne pouvait répondre à toutes ces questions. Mais les couches d'occupation rendaient une chose de plus en plus difficile à nier au sein de l'histoire que racontait l'épreuve. Les gens qui avaient bâti l'établissement y étaient restés pendant des décennies. Ils avaient réparé des bâtiments. Ils avaient entreposé des marchandises importées. Ils avaient adopté des aliments locaux. Ils avaient échangé des objets avec les communautés indigènes. Et au moins une génération semblait descendre à la fois des nouveaux venus et des habitants locaux. Ce n'était plus un naufrage. Un navire s'était quittant une colonie. Même si Rome elle-même n'avait jamais su qu'il existait, les chercheurs commencèrent à reconstituer un itinéraire possible. Un navire s'était quittant une colonie, l'Ibérie ou l'Afrique du Nord sous contrôle romain, aurait pu faire voile vers les îles de l'Atlantique ou la côte nord-ouest de l'Afrique. Poussé assez loin, vers l'ouest dans les vents et courants dominants, un navire endommagé aurait pu poursuivre à travers l'océan au lieu de revenir vers l'est. Les Caraïbes auraient constitué un point d'arrivée bien plus plausible que la côte nord de l'Amérique du Nord. Ce qui se passa après cette première arrivée demeurait inconnu. Peut-être les survivants tentèrent-ils de réparer leur navire et échouèrent-ils. Peut-être réalisèrent-ils que l'île offrait nourriture, eau, bois et des hauteurs défendables. Peut-être le contact avec les communautés locales rendit-il la survie possible. Ou peut-être un autre navire finit-il par les retrouver. Créant une disparue, avant minuscule route d'être à jamais travers consignée dans l'Atlantique, qui disparut document avant romain d'être parvenu jamais jusqu'à nous, consigné dans les documents romains parvenus jusqu'à nous. L'interprétation la plus controversée était aussi la plus simple. Un petit groupe issu du monde romain avait peut-être atteint les Caraïbes et y était resté. Non comme conquérant d'un continent, non comme une armée, non comme les fondateurs de quelques empires romains cachés en Amérique. Juste des marins, des marchands, des familles et des survivants bâtissant un petit établissement bien au-delà du monde que leur carte était censée contenir. Des mois après le début de la fouille, les deux gardes, qui avaient les premiers découvert l'ouverture, retournèrent à la crête. Le rocher fendu se dressait toujours au-dessus de l'escalier protégé. Au-delà, les Caraïbes s'étendaient jusqu'à l'horizon. Pendant près de 2000 ans, des tempêtes avaient traversé cette côte sans révéler ce qui était caché en dessous. Des navires espagnols avaient plus tard sillonné ces eaux. Des empires s'étaient élevés et avaient disparu. Les cartes avaient été redessinées maintes et maintes fois. Pourtant, sous une crête calcaire subsistaient les traces d'un voyage qui, si l'on acceptait l'épreuve, n'aurait jamais dû avoir lieu. Tout ce qu'il avait fallu pour le mettre au jour, c'était un éclair frappant le bon rocher. Et ce qui gisait en dessous ne suggérait pas simplement que des Romains avaient pu atteindre l'Amérique avant Colomb. Cela suggérait que certains d'entre eux y étaient peut-être restés.